Une petite fille affamée partagea son unique sandwich avec un garçon en fauteuil roulant. Elle n'avait aucune idée que l'homme qui l'observait à distance était un millionnaire, et le père de ce garçon, qui allait changer sa vie à jamais. Élodie fouillait un autre sac poubelle derrière le marché de la marché Saint-Antoine, ses petits doigts cherchant parmi les emballages et les déchets, dans l'espoir de trouver quelque chose de comestible à rapporter chez elle. À peine âgée de 11 ans, elle connaissait déjà chaque recoin du marché et chaque étal susceptible de jeter de la nourriture encore mangeable. Ses yeux fatigués exprimaient une maturité bien trop grande pour son âge, fruit de presque 2 années passées à survivre dans la rue, depuis que son père était mort et que sa famille avait tout perdu. Le soleil écrasant brûlait sa peau mate tandis qu'elle essuyait la sueur de son front avec la manche râpée d'un t-shirt bien trop grand pour son corps frêle. Lorsque ses mains tombèrent sur un sandwich au jambon presque intact, encore emballé et apparemment jeté par erreur, ses yeux s'illuminèrent comme si elle avait découvert un trésor. Après 2 jours à ne manger que quelques restes glanés sur ce même marché, son estomac était douloureux et sa tête lui tournait. Élodie rangea précieusement le sandwich dans la poche de son pantalon usé, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'avait vue. Les marchands de l'endroit étaient généralement bienveillants, faisant semblant de ne pas la remarquer, mais le responsable du marché l'avait déjà menacé plusieurs fois d'appeler la police. Elle s'éloigna, traversant des rues encombrées où les passants pressés ne lui prêtaient aucune attention comme si elle était invisible dans ce monde d'adultes absorbés par leur propre vie. Ses pieds nus, déjà couverts de cornes, étaient insensibles au gravier et à l'asphalte brûlant que d'autres n'auraient pu supporter. Arrivée sur la place Hidalgo, elle décida de s'asseoir pour se reposer et manger ce qu'elle considérait comme un trésor. Son estomac criait famine, mais elle savait qu'elle devait en garder la moitié pour ses petits frères qui l'attendaient, avec leur mère malade, sous un pont du boulevard intérieur. C'est alors que ses yeux se posèrent sur un garçon assis seul dans un fauteuil roulant, observant les autres enfants jouer. Il semblait avoir son âge, peut-être un peu plus. Il portait des vêtements propres et élégants, mais son visage exprimait une profonde tristesse que Élodie reconnut immédiatement. C'était la même solitude qu'elle voyait chaque jour dans le miroir de fortune qu'elle gardait parmi ses maigres effets personnels. Le garçon avait les cheveux châtains bien coupés, et des yeux perdus dans de lointaines pensées. Ses mains reposaient, inertes, sur les roues du fauteuil, comme s'il avait renoncé à bouger. Élodie l'observa un moment. Elle vit les autres enfants jouer sans l'inviter, les nourrices et les mères assises sur les bancs lui jeter des regards de pitié, et lui faire semblant de ne pas y prêter attention. Mais Élodie connaissait trop bien ce regard pour s'y tromper. Le ventre du garçon gronda assez fort pour qu'elle l'entende. Elle remarqua alors qu'il était là depuis longtemps, sans que personne ne lui ait apporté à boire ou à manger malgré la chaleur étouffante. Elle regarda son sandwich, puis le garçon. Malgré sa propre faim, quelque chose en elle fut touché. Sans réfléchir, elle se leva et s'approcha de lui, ses pieds nus et sales contrastant avec les baskets neuves et éclatantes du garçon en fauteuil. « Tu veux partager avec moi ? On dirait que tu as faim, » dit Élodie en tendant la moitié de son sandwich. Sa voix était douce et rauque, peu utilisée ces derniers jours. Le garçon la regarda, surpris, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on s'adresse directement à lui. Ses yeux s'agrandirent, alternant entre le visage sale de Élodie et le sandwich dans sa main. « Tu m'offres à manger ?» demanda-t-il, incrédule. « Mais tu sembles en avoir plus besoin que moi. » Élodie haussa les épaules, gardant la main tendue. « Tout le monde a besoin de manger. Et partager rend la nourriture meilleure. C'est ce que dit toujours ma maman. » Hésitant, le garçon accepta, ses doigts propres effleurant ceux de Élodie, salis par des jours sans bain. « Merci. Moi, c'est Mathieu. »« Et moi, c'est Élodie, » répondit-elle en s'asseyant par terre, sans demander la permission. Elle partagea sa moitié en 2 plus petits morceaux, en rangeant un dans sa poche. « Je dois en garder un peu pour mes petits frères. » Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'à quelques mètres de là, à peine dissimulé par un arbre feuillu, un homme en costume élégant observait la scène avec attention. Alexandre Delacour, 42 ans, homme d'affaires prospère et propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, avait les larmes aux yeux en voyant son fils Mathieu accepter de la nourriture des mains d'une petite fille des rues.
Le garde du corps à ses côtés restait impassible, habitué à faire preuve de discrétion pendant que son patron observait son fils de loin durant ses rares instants de liberté. Alexandre avait laissé Mathieu sur la place avec pour consigne que la nourrice reste à proximité, mais la femme était assise à plusieurs mètres de là, absorbée par son téléphone. Cette négligence serait un motif de licenciement plus tard, mais à cet instant précis, Alexandre ne pouvait détacher son regard de l'échange inattendu entre son fils et cet inconnu. « Ta maman n'est pas venue avec toi aujourd'hui ?» demanda Élodie en mâchant lentement pour faire durer son sandwich. Mathieu baissa les yeux. « Ma maman est morte il y a 1 an. D'un cancer. » Élodie cessa de mâcher, la gorge nouée. « Je suis désolé. Mon papa est aussi mort, il y a 2 ans. Un accident sur le chantier où il travaillait. » Un silence d'une compréhension mutuelle s'installa entre eux, un silence que les adultes mettent des années à construire. 2 orphelins partiels unis par la perte, malgré des vies radicalement différentes. « Ton papa travaille ?» demanda Élodie, essayant de maintenir la conversation. Mathieu acquiesça avec un soupir fatigué qui ne semblait pas appartenir à un enfant de son âge. « Tout le temps. Je ne le vois presque jamais. J'ai des nourrices et des chauffeurs qui s'occupent de moi. » Élodie fronça les sourcils, intriguée. « T'as un chauffeur ? Ta famille est riche ? » La question directe fit légèrement rougir Mathieu. « Mon papa possède une grande entreprise. On a une maison immense, mais elle est plus vide qu'une grotte. » Élodie éclata de rire. Un rire sincère qu'Alexandre n'avait pas entendu chez son fils depuis des mois. « Une grotte ? J'en ai jamais vu en vrai, juste à la télé dans les magasins. »« T'as pas de télé ? » demanda Mathieu, sincèrement surpris. « J'ai pas de maison, » répondit Élodie avec naturel, comme si elle parlait de la météo. « On vit sous le pont du périphérique intérieur. Avant on avait une cabane, mais le gouvernement l'a détruite. Ma maman est malade et mes petits frères sont trop jeunes pour aider à gagner de l'argent. » Mathieu resta silencieux, tentant de comprendre une réalité qui allait à l'encontre de tout ce qu'il connaissait. « Et pourtant, tu as partagé ton repas avec moi. » Élodie termina son morceau de sandwich et s'essuya les mains sur son pantalon. « T'avais l'air triste. Et manger, ça rend heureux, tu crois pas ?» Alexandre eut l'impression de recevoir un coup en plein ventre. La simplicité et la pureté de ce geste le bouleversèrent bien plus que n'importe quelle réunion d'affaires ou acquisition à plusieurs millions. Ces derniers mois, après la mort de sa femme Mariana, il s'était plongé dans le travail, confiant Mathieu à des professionnels, persuadé que le confort matériel compenserait son absence. Voir son fils sourire pour la première fois depuis des mois, grâce à une enfant qui n'avait rien, remettait en question toutes ses décisions récentes. Décidé à faire la connaissance de cette fillette extraordinaire, Alexandre fit un signe à son garde du corps pour qu'il reste en arrière, puis s'avança lentement vers les 2 enfants. À mesure qu'il approchait, il distinguait mieux leur conversation. Il parlait de la façon dont Élodie parvenait parfois à s'introduire en cachette dans une école publique pour assister aux cours, bien qu'elle ne fût pas inscrite. « J'aime les mathématiques. La maîtresse explique si bien qu'on comprend même en regardant par la fenêtre, » disait-elle, tandis que Mathieu l'écoutait, fasciné. « Tu es très intelligente, » répondit Mathieu. « Moi, je déteste l'école. Les autres enfants m'ignorent à cause de mon fauteuil. » Élodie haussa les épaules. « Les gens peuvent être méchants même quand ils ont tout, et bons même quand ils n'ont rien. » C'est à ce moment-là qu'Alexandre s'arrêta près du fauteuil roulant, projetant son ombre sur les 2 enfants. Élodie leva les yeux et se recroquevilla aussitôt, reconnaissant instinctivement cette posture d'autorité qui, pour ceux vivant dans la rue, annonçait souvent des ennuis. « Bonjour Mathieu. Je vois que tu t'es fait une amie, » dit Alexandre en essayant d'adopter un ton détendu, bien que son émotion fût perceptible dans sa voix. « Papa ?» Mathieu parut surpris, légèrement inquiet. « Tu n'étais pas en réunion ? » « J'ai terminé plus tôt, et j'ai pensé passer un moment avec toi, » répondit-il avant de se tourner vers Élodie, déjà debout, prête à s'enfuir. « Et toi, tu dois être Élodie, » dit-il. La fillette répondit presque à voix basse, reculant d'un pas.
Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Je discutais juste. Alexandre vit la peur dans ses yeux et s'agenouilla pour être à sa hauteur, un geste qui surprit même son fils. Je ne suis pas en colère, Élodie. En fait, je voulais te remercier d'avoir tenu compagnie à Mathieu. Élodie chercha dans le regard de Mathieu une confirmation qu'elle n'avait pas de problème. Le garçon acquiesça, l'encourageant, bien qu'il semblât lui aussi déconcerté par l'attitude inhabituelle de son père. Ton fils est gentil, dit finalement Élodie. Mais je dois y aller. Ma maman s'inquiète si je tarde. Un élan inexplicable poussa Alexandre à ne pas la laisser partir. Quelque chose dans cette fragilité déguisée en force éveilla en lui un instinct protecteur qu'il croyait disparu depuis la mort de son épouse. Attends, Élodie, peut-être que je pourrais. Commença-t-il, mais s'interrompit en voyant la panique dans les yeux de la fillette lorsqu'il fit un pas vers elle. Merci pour le gâteau, dit rapidement Mathieu, sentant le malaise de Élodie. Tu reviendras demain. Élodie regarda nerveusement Alexandre, puis Mathieu. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait répondre, mais dans un mouvement rapide, elle fit demi-tour et s'enfuit, ses pieds nus effleurant à peine le sol, disparaissant entre les arbres de la place. Alexandre resta là, figé, fixant la direction dans laquelle elle avait disparu, envahi par un tourbillon d'émotions. À ses côtés, Mathieu semblait tout aussi bouleversé. Elle a partagé son repas avec moi, papa, dit l'enfant d'une voix légèrement tremblante. Et elle n'a même pas de maison. Alexandre posa une main sur l'épaule de son fils, ressentant le poids de tout ce qu'il avait négligé ces derniers mois. Je l'ai vu, fiston. Nous devons l'aider, affirma Mathieu avec une conviction qu'Alexandre n'avait plus entendue depuis longtemps. Elle a des petits frères et sa mère est malade. À cet instant, quelque chose changea en Alexandre. La douleur causée par la perte de son épouse, douleur qui l'avait poussé à se réfugier dans le travail et à délaisser son propre enfant, devint moins lourde face à cette réalité si éloignée de sa bulle de privilège. Cette fillette, qui n'avait rien, avait offert quelque chose de précieux à son fils, non seulement la moitié d'un gâteau, mais aussi de vrais instants de connexion humaine. On va la retrouver, Mathieu, dit-il enfin, un nouveau but s'installant fermement dans son esprit. On va l'aider, elle et sa famille. Ce qu'Alexandre ignorait, c'est que cette décision impulsive, née d'un éclair de lucidité après des mois d'engourdissement émotionnel, allait bouleverser non seulement la vie de Élodie et de sa famille, mais aussi la sienne, de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, la première chose que fit Mathieu en se réveillant fut de demander après son père. Contrairement à sa routine habituelle, partir au bureau avant même que son fils ne soit réveillé, Alexandre était ce matin-là dans la cuisine du manoir, supervisant personnellement le petit déjeuner. Ses yeux cernés trahissaient une nuit blanche, peuplée de pensées sur la fillette de la place et sur sa propre négligence en tant que père. « On va chercher Élodie aujourd'hui ?» demanda Mathieu dès qu'il vit son père, ignorant le petit déjeuner copieux préparé par la cuisinière. Depuis la rencontre sur la place, quelque chose avait changé chez l'enfant. Il y avait une urgence dans sa voix, une détermination qu'Alexandre n'avait pas perçue depuis la maladie de son épouse. Alexandre acquiesça en s'asseyant à ses côtés. « J'ai déjà pris quelques mesures. J'ai des gens qui cherchent des informations sur des enfants sans abri près de cette place, mais j'ai besoin que tu me racontes tout ce qu'elle a dit sur l'endroit où elle vit. » Mathieu fronça les sourcils, se concentrant pour se souvenir de chaque détail de la conversation. Elle a dit qu'elle vivait sous le pont du périphérique intérieur. Elle a parlé d'une cabane qu'ils avaient avant, mais que le gouvernement avait ordonné de démolir. Sa mère est malade et elle a des petits frères. Alexandre enregistrait mentalement ces informations tout en écoutant, se remémorant ce pont en particulier. C'était une zone dégradée de la ville qu'il évitait systématiquement, les vitres de la voiture fermées, lorsqu'il devait y passer. L'ironie de son aveuglement face à cette réalité, à seulement quelques kilomètres de son manoir, ne lui échappa pas. Autre chose ? Tout détail peut aider, Mathieu. L'enfant réfléchit encore un peu. Elle a dit que parfois elle arrive à entrer en cachette dans une école publique pour assister aux cours. Elle aime les mathématiques, et elle a dit que son père est mort dans un accident de chantier il y a 2 ans.
Cette dernière information fit relever brusquement la tête d'Alexandre. Une de ses entreprises de construction avait perdu un ouvrier dans un accident mortel il y a presque 2 ans. Était-ce possible? Il devait vérifier les registres de la société en urgence. « Papa, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pauvre qu'elle, » dit Mathieu en remuant distraitement sa nourriture. Comment quelqu'un peut-il vivre sans maison, sans nourriture, sans rien? Alexandre n'avait pas de réponse satisfaisante. Comment expliquer l'injustice sociale à un enfant quand lui-même, malgré toute son éducation privilégiée et ses ressources, avait choisi d'ignorer ce problème pendant si longtemps? C'est compliqué, mon fils. Le monde est rempli d'injustices, de failles dans le système. Certaines personnes doivent affronter des épreuves que d'autres ne connaîtront jamais. Mathieu regarda son père avec une gravité rare pour ses 12 ans. Mais on peut aider Élodie, non? On a de l'argent, on a de la place. Pourquoi est-ce qu'elle doit avoir faim pendant que nous, on a tout ça, demanda-t-il en désignant la cuisine spacieuse avec ses appareils électroménagers dernier cri et la table bien garnie. La question frappa Alexandre comme un coup de poing. La simplicité du raisonnement de l'enfant mettait à nu toute l'hypocrisie de sa vie d'adulte, toutes ses justifications pour ignorer la pauvreté tout en accumulant des richesses. Oui, Mathieu. On va l'aider. C'est exactement ce que je compte faire. Alexandre prit son téléphone et passa un appel rapide. Ricardo, je veux que tu élargisses les recherches. Consulte tous les foyers temporaires et les communautés proches du pont du périphérique intérieur. Et accède au dossier de l'accident mortel de 2023 sur le chantier du centre d'affaires. J'ai besoin du nom complet de la victime et d'informations sur sa famille. Pendant ce temps, Élodie se réveillait sur le sol dur sous le pont, blottie contre ses petits frères pour les protéger du froid matinal. Marc, 7 ans, et Claire, 5 ans, dormaient encore profondément, épuisés après une journée entière passée à mendier au feu rouge avec leur mère. Clémence, la mère, toussait violemment à quelques mètres de là, enveloppée dans une couverture sale et trop fine. Élodie se leva silencieusement et posa la main sur le front de sa mère. Elle était brûlante de fièvre, pire que les jours précédents. La peur oppressait sa petite poitrine tandis qu'elle essayait de réfléchir à ce qu'elle pouvait faire. Il n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments et le centre de santé le plus proche était toujours bondé, avec des files d'attente qui commençaient à l'aube. « Élodie » murmura Clémence d'une voix faible. « Quelle heure est-il » ? « Il est encore tôt, maman. »« Repose-toi un peu plus, » répondit la fillette, en lui tendant une bouteille d'eau qu'elles avaient remplie à une station-service la veille. Clémence but avec difficulté. « Je ne peux pas me reposer. C'est jour de marché. Il faut que je récupère les restes des marchands. » Elle tenta de se lever, mais un vertige la força à se rasseoir. « J'irai, maman. Toi, reste avec Marc et Claire. » Clémence voulut protester, mais une quinte de tout l'en empêcha. Élodie en profita pour prendre un sac en plastique déchiré et sortir, non sans jeter un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que leurs quelques affaires, quelques vêtements, 2 couvertures, une marmite et des bouteilles d'eau étaient tout. Jour-là. D'autres familles dormaient à proximité, toutes dans une situation similaire. Une communauté invisible, en marge de la société. Marchant d'un pas rapide, Élodie pensa à l'enfant en fauteuil roulant qu'elle avait vu la veille. Mathieu. À quoi pouvait bien ressembler la vie avec un père riche, une grande maison, de la nourriture tous les jours? La vie était injuste, mais elle n'avait pas le temps de s'en plaindre. Elle devait survivre et, plus encore, aider sa famille à survivre. Le marché ambulant était encore en cours d'installation lorsqu'elle arriva. Certains commerçants la connaissaient déjà et mettaient de côté pour elle des fruits et légumes abîmés ou sur le point de pourrir. Élodie ramassait tout avec reconnaissance, sachant que ce serait le petit déjeuner, et peut-être aussi le déjeuner, de sa famille. Et, gamine, prends ça aussi, lança Don Tonneau, un vieil homme qui vendait des légumes. Ce sont des pommes de terre, certaines ont germé, mais la plupart sont encore bonnes à manger. Merci, Don Tonneau. Ma maman va les aimer. Élodie mit les pommes de terre dans le sac, déjà presque plein.
Vous n'auriez pas un médicament contre la toux, par hasard? Ma maman va de plus en plus mal? Le commerçant prit un air inquiet. Je n'ai pas de médicament, ma petite, mais dis à ta mère de faire une infusion avec ces herbes. Il lui tendit une petite poignée de menthe et de verveine citronnée. Ça ne la guérira pas, mais ça pourrait soulager un peu. Élodie le remercia et continua à ramasser ce qu'elle pouvait. Elle ne se rendit pas compte que deux hommes en costume parcouraient le marché, montrant sa photo aux marchands. De retour sous le pont, Élodie remarqua un remue-ménage inhabituel. Des voitures de police municipale étaient garées tout près et des agents en uniforme parlaient aux personnes qui vivaient là. Le cœur de la fillette s'emballa. Les expulsions forcées n'étaient pas rares, mais elles s'accompagnaient toujours de violence et de traumatisme. Elle s'approcha prudemment, cherchant sa famille dans la foule. Elle vit Marc en larmes, accroché aux jambes de leur mère, qui semblait encore plus faible que le matin. Claire était dans les bras d'une voisine. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires », disait un policier en lisant un document officiel. « Cette zone sera isolée pour des travaux d'infrastructure à partir d'aujourd'hui. »« Mais on va aller où ?» demandait une vieille femme accrochée à son chariot de recyclage. « On n'a nulle part où aller. »« La mairie a prévu des places dans l'abri municipal », répondit un autre policier sans regarder personne dans les yeux. « Ceux qui sont intéressés peuvent s'y présenter. » Tout le monde savait que l'abri était un lieu dangereux, surpeuplé, où les familles étaient séparées et leurs affaires volées. Beaucoup préféraient encore les risques de la rue à ce genre d'aide officielle. Élodie courut vers sa mère, qui tenait à peine debout. « Maman, j'ai apporté à manger. Allons-nous-en. Trouvons un autre endroit. » Clémence regarda sa fille avec des yeux brûlants de fièvre. « Où veux-tu qu'on aille, Élodie ? On nous a déjà chassés de partout. Je n'ai plus la force de tout recommencer. » Ces mots, prononcés par sa mère, d'habitude si forte et résolue malgré les épreuves, effrayèrent Élodie plus que les policiers. Clémence était réellement au bout de ses forces. « On s'en sortira, maman. » Comme toujours, insista la fillette en essayant de paraître sûre d'elle, tout en aidant sa mère à rassembler leurs maigres affaires. C'est à ce moment-là qu'une voiture noire luxueuse aux vitres teintées se gara près des patrouilles. Tous les regards se tournèrent vers elle, mêlant curiosité et méfiance. Ce genre de voiture n'annonçait jamais rien de bon pour des gens comme eux. La portière arrière s'ouvrit et un homme en descendit, vêtu d'un costume impeccable. À ses côtés, à la grande surprise de Élodie, se trouvait Mathieu dans son fauteuil roulant, aidé par un garde du corps. Le cœur de la fillette s'emballa en reconnaissant l'enfant de la place, et son père. Alexandre regarda autour de lui, visiblement bouleversé par la scène. Il avait passé toute la matinée à consulter les archives de l'entreprise et avait confirmé ses soupçons. Le père de Élodie était bel et bien Roberto Suarez, un ouvrier décédé lorsqu'un échafaudage s'était effondré. L'entreprise avait versé une indemnisation dérisoire à la famille, puis avait classé l'affaire, comme c'était habituel dans ce genre de cas. Alexandre ne s'était jamais impliqué personnellement dans ce type de dossier, les déléguant systématiquement au service juridique. Confronté aujourd'hui aux conséquences directes de sa négligence d'entrepreneur, il ressentait un profond dégoût. Mathieu aperçut Élodie le premier. « Papa, regarde, c'est elle !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Élodie se figea, semblable à un animal pris au piège. Alexandre suivit le regard de son fils et aperçut une fillette maigre tenant un sac de nourriture, aux côtés d'une femme visiblement malade et de 2 enfants plus jeunes. Il s'avança vers eux, conscient des regards méfiants que lui lançaient les habitants du pont. « Élodie » appela-t-il lorsqu'il n'était plus qu'à quelques pas. « Tu te souviens de moi ? Je suis le papa de Mathieu, celui de la place. » Élodie acquiesça, sans savoir que dire. Pourquoi cet homme riche était-il là? Était-ce à cause du sandwich qu'elle avait offert à son fils? Elle se sentait en danger. Clémence regarda, confuse, sa fille, puis l'homme bien habillé. « Élodie, c'est qui cet homme ?» Avant que la fillette ne puisse répondre, Clémence chancela soudainement, blême. Ses jambes cédèrent, et elle serait tombée si Alexandre ne s'était pas précipité pour la rattraper.
Madame, vous m'entendez? Appela-t-il en soutenant le corps léger et brûlant de fièvre de Clémence. Il se tourna vers l'un des policiers. Appelez une ambulance, tout de suite. Élodie resta figée de peur. Marc et Claire éclatèrent en sanglots, effrayés par le malaise de leur mère. Mathieu, que son garde du corps avait rapproché, observait la scène, les yeux écarquillés. Élodie, dit Alexandre avec urgence, ta maman a besoin d'un hôpital, immédiatement. Je vais l'emmener en voiture. Ce sera plus rapide que d'attendre les secours. La fillette regarda sa mère inconsciente dans les bras de l'inconnu, ses frères en pleurs, et les policiers municipaux qui continuaient à repousser les autres familles. Elle n'avait pas vraiment le choix. D'accord, accepta-t-elle d'une voix tremblante. Mais on vient avec vous. Alexandre acquiesça. Bien sûr, vous venez tous. Ricardo, aide-moi à l'installer dans la voiture, et prends aussi les enfants. Le garde du corps, un homme massif qui semblait d'abord mal à l'aise, prit Marc dans ses bras avec une douceur inattendue, tandis qu'un autre garde, sorti du véhicule, s'occupa des Claire. Alexandre porta Clémence jusqu'à la voiture et l'installa délicatement à l'arrière. Élodie, tenant toujours son sac de provisions du marché, hésita un instant. Elle s'apprêtait à confier le destin de sa famille à un parfait inconnu. « Viens, Élodie » l'appela Mathieu depuis la vitre baissée. « Mon papa va vous aider, je te le promets. » Il y avait une sincérité désarmante dans le regard de l'enfant, qui finit par convaincre Élodie. Elle inspira profondément, monta dans la voiture et s'assit près de sa mère évanouie. Le véhicule démarra en douceur, laissant derrière lui le pont, les policiers municipaux et les familles qui observaient la scène avec un mélange d'envie et d'inquiétude. « On va à quel hôpital ?» demanda Élodie en tenant la main brûlante de fièvre de sa mère. « À l'hôpital Angelès », répondit Alexandre. « C'est une clinique privée, la meilleure de la ville. » Élodie fronça les sourcils. « Mais on n'a pas d'argent, ni d'assurance. » Alexandre se retourna sur son siège pour la regarder dans les yeux. « Ne t'inquiète pas pour ça. On va d'abord s'occuper de ta maman. Le reste, on verra après. » Mathieu lui sourit depuis son siège à côté de son père. « Tout ira bien, Élodie. Mon papa a décidé de te retrouver dès qu'on a quitté la place, hier. Il est puissant, tu sais ?» Élodie ne répondit pas puissant ou pas, cet homme était sa seule chance en ce moment. Alors que la voiture filait silencieusement à travers la ville, les emmenant du pont Sordide à une clinique d'élite en quelques minutes à peine, la fillette se demanda quel changement cette matinée allait apporter à sa vie. À côté d'elle, Clémence entr'ouvrit les yeux, désorientée par l'environnement inconnu et les sièges moelleux sous son corps brûlant. « Maman » murmura Élodie. « Je suis là, maman » répondit-elle en lui serrant la main. « On va voir un docteur. Tout va bien se passer. » Clémence tenta de dire quelque chose, mais la fièvre l'emporta à nouveau dans l'inconscience. Élodie ravala sa peur, le regard fixé sur la nuque de l'homme au volant. Elle ignorait ses intentions, mais choisit à cet instant de croire que Mathieu avait raison, et que tout allait bien se passer. Alexandre observait dans le rétroviseur l'interaction entre la mère et la fille, sentant le poids de la culpabilité et de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Cette famille se trouvait dans cette situation en partie à cause des politiques de son entreprise, à cause de la manière dont il avait ignoré les conséquences humaines de ses décisions commerciales. « On y est presque », annonça-t-il en accélérant au feu vert. « Tenez bon. » À ses côtés, Mathieu regardait Élodie avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Lui, qui avait grandi dans le confort et la sécurité d'une vie privilégiée, assistait pour la première fois à ce que signifiait réellement lutter au quotidien pour survivre. En silence, il se promit de devenir l'ami de cette petite fille courageuse, quoi qu'il arrive. L'hôpital Angelès avait une odeur bien différente de tout ce que Élodie avait connu jusque-là. Ce n'était pas cette odeur âcre de saleté et de maladie qui imprégnait le centre de santé public où sa mère avait essayé d'obtenir des soins des mois plus tôt. Ici, l'air était propre, presque artificiel, un mélange de désinfectant et de climatisation qui faisait étrangement se dilater ses poumons habitués à la pollution des rues.
Clémence fut immédiatement emmenée à l'intérieur sur une civière, tandis que des infirmières à l'uniforme impeccable posaient des questions auxquelles Élodie tentait de répondre d'une petite voix, intimidée par l'environnement. Marc et Claire, ses jeunes frères et sœurs, s'accrochaient à son pantalon usé, tout aussi effrayés par le mouvement et les lumières vives de l'hôpital. « Votre mère est-elle allergique à certains médicaments » demanda une médecin à l'allure sérieuse, jetant à peine un regard aux enfants sales et mal habillés. Élodie secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle ne prend presque jamais de médicaments. Seulement quand elle peut en obtenir au centre de santé. » La médecin fronça les sourcils, levant enfin les yeux de son dossier pour regarder la fillette. Quelque chose dans son regard changea en percevant réellement les conditions dans lesquelles vivaient ses enfants. « Depuis quand votre mère a-t-elle de la fièvre et de la toux » Élodie réfléchit un instant. « La toux, ça fait plus d'1 mois. La fièvre forte, c'est depuis 5 jours environ. » La médecin acquiesça, prenant rapidement des notes. « Nous allons devoir faire des examens pour confirmer, mais je soupçonne une pneumonie. » « Tu sais ce que c'est » Élodie hocha la tête, sérieuse. « C'est quand les poumons tombent malades et se remplissent d'eau. Une dame qui vivait avec nous sous le pont est morte de ça l'hiver dernier. » La franchise de la réponse sembla déstabiliser la médecin, qui jeta un regard furtif à Alexandre, resté quelques pas derrière les enfants. « Votre mère va être hospitalisée. Elle aura besoin d'antibiotiques et de soins particuliers, » expliqua la médecin en se tournant de nouveau vers Élodie. « Avez-vous de la famille pour s'occuper de vous pendant qu'elle récupère ?» Avant que Élodie ne puisse répondre, Alexandre fit un pas en avant. « Ils seront sous ma responsabilité. » La médecin lança un regard interrogateur à l'homme d'affaires. Ce n'était pas courant de voir un homme manifestement riche prendre en charge des enfants vivant dans la rue. « Vous êtes un parent ?» « Non, » répondit Alexandre avec fermeté. « Mais j'assume la responsabilité de cette famille. J'ai des raisons personnelles, et je ne souhaite pas les expliquer pour l'instant. L'important, c'est que cette femme reçoive les meilleurs soins possibles. » Élodie regarda l'homme avec un mélange de gratitude et de méfiance. Pourquoi faisait-il cela? Elle avait toujours appris que les riches n'aidaient pas les pauvres sans vouloir quelque chose en retour. Mais qu'aurait-il pu vouloir d'une famille qui n'avait rien? Mathieu, à côté de son père, dans son fauteuil roulant, adressa un sourire rassurant à Élodie. « T'inquiète pas, mon papa est gentil. Il ne sait juste pas toujours comment le montrer. » Alexandre sembla surpris par le commentaire de son fils, mais ne répondit rien. La médecin, après un moment d'hésitation, acquiesça. « Très bien. Je vais envoyer la patiente pour les examens et commencer le traitement. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente. Une fois que nous aurons plus d'informations, nous vous appellerons. » Les heures suivantes furent confuses pour Élodie. Assise dans la salle d'attente luxueuse, ses petits frères endormis sur ses genoux après avoir mangé des sandwichs et bu des jus achetés par Alexandre à la cafétéria de l'hôpital, elle tentait de comprendre le tournant que prenait sa vie. À côté d'elle, Mathieu parlait avec enthousiasme, cherchant à la distraire. « Tu vas aimer notre maison, » disait-il. « On a une piscine, mais je l'utilise presque jamais parce que j'ai besoin d'aide pour y entrer et en sortir. Et mon père n'a presque jamais le temps. »« Pourquoi tu es en fauteuil roulant ?» demanda Élodie directement, avec la curiosité naturelle d'une enfant. Mathieu devint soudain sérieux. « J'ai eu une maladie quand j'étais plus petit. Ça a touché mes muscles. Les médecins disent que je pourrais peut-être m'améliorer avec de la kiné intensive, mais... » Il haussa les épaules. « Depuis que ma maman est morte, mon papa, il a changé. » Élodie hocha la tête, comprenant parfaitement ce que le garçon voulait dire. Perdre un parent, ça changeait tout. Elle aussi avait changé après la mort de son père, assumant des responsabilités qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à porter. « De quoi est morte ta mère ?» demanda-t-elle sans détour. « D'un cancer » répondit Mathieu d'une voix presque inaudible. « Ça a été rapide, mais très douloureux. Après son départ, mon père s'est mis à travailler encore plus, comme s'il voulait fuir la maison. Je crois que je lui rappelle trop ma mère. » Élodie repensa aux 2 dernières années,
depuis que son père était mort dans un accident. Sa mère avait dû quitter son emploi de femme de ménage pour tenter de gagner un peu plus en ramassant des matériaux recyclables, emmenant ses enfants avec elle. Elle se souvint aussi du jour où ils avaient été expulsés parce qu'ils ne pouvaient plus payer le loyer du petit logement qu'ils occupaient. Chaque jour était devenu une lutte pour survivre, sans même le temps de pleurer la perte. Ça doit être dur d'être riche et triste à la fois, commenta Élodie, sans ironie, simplement en énonçant un fait. Mathieu la regarda un instant, puis éclata de rire, un rire sincère qui résonna dans la salle d'attente silencieuse. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées, Élodie. À ce moment-là, Alexandre revint après avoir longuement discuté avec la médecin dans une salle privée. Son visage exprimait à la fois de l'inquiétude et une certaine détermination. La pneumonie est grave, mais elle se soigne, expliqua-t-il à Élodie. Ta mère devra rester hospitalisée quelques jours. Es-tu sûr qu'aucun membre de la famille ne puisse être contacté? Peut-être un oncle ou une grand-mère? Élodie secoua la tête. Ma grand-mère est morte avant ma naissance, et le frère de ma mère vit au Chiapas. Nous n'avons plus de contact depuis des années. Alexandre inspira profondément, prenant une décision qui allait changer à jamais la vie de tous ceux qui étaient présents. Dans ce cas, comme je l'ai dit à la docteure, vous serez sous ma responsabilité. J'ai une maison d'hôte sur ma propriété, un peu à l'écart de la maison principale. Vous pouvez y rester pendant la convalescence de ta mère. Le regard méfiant de Élodie réapparut. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. La question surprit Alexandre, non pas à cause du doute exprimé, mais en raison de la maturité et de la lucidité d'une enfant si jeune. Il regarda Mathieu, qui suivait l'échange avec attention, puis revint à Élodie. Ton père, Roberto Suarez, travaillait sur l'un des chantiers de mon entreprise. C'était un terrible accident. Et bien que je n'ai pas été directement impliqué dans les décisions qui ont suivi sa mort. Il s'arrêta, réalisant qu'il parlait comme l'homme d'affaires qu'il était, et non comme l'être humain qu'il devait être en cet instant. Ce que j'essaie de dire, c'est que je me sens en partie responsable de ce qui est arrivé à ta famille. Élodie continua de le fixer, essayant de comprendre. Vous avez connu mon père? Alexandre fit non de la tête. Pas personnellement. Mon entreprise est trop grande pour que je connaisse tous les employés. Mais quand Mathieu m'a parlé de toi, j'ai mené une petite enquête et découvert le lien. Ta mère a reçu une indemnisation après l'accident. Élodie hocha doucement la tête. Elle a reçu un peu d'argent, mais ça n'a pas duré. Il fallait rembourser des dettes et ensuite le loyer a augmenté. Alexandre ressentit une pointe de culpabilité. L'indemnisation avait sans doute été calculée au minimum légal, une pratique courante dans son entreprise pour éviter de créer des précédents coûteux. Élodie, intervint Mathieu, remarquant le malaise de son père. Tu n'as pas besoin de décider maintenant, mais ce serait génial si vous pouviez rester chez nous. Je n'ai jamais eu d'amis à la maison. La simplicité et l'honnêteté de cette remarque semblèrent fissurer un peu les défenses de Élodie. Elle regarda ses petits frères endormis, pensant à ce qui serait le mieux pour eux. Sur le pont, ils n'avaient plus rien. Les policiers avaient sûrement déjà emporté leurs maigres affaires. Et maintenant que leur mère était hospitalisée, elle ne pouvait plus s'occuper seule des plus petits dans la rue. D'accord, dit-elle enfin. Mais seulement jusqu'à ce que ma mère aille mieux. Alexandre hocha la tête, soulagé de son acceptation. Marché conclu. Quand elle sera rétablie, vous déciderez de la suite. Quelques heures plus tard, Clémence se réveilla dans une chambre privée de l'hôpital, reliée à des appareils et une perfusion dans le bras. Ses yeux errèrent, confus, dans cet environnement inconnu, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Élodie, assise dans un fauteuil près du lit. Élodie appela d'une voix rauque. Où sommes-nous? Où sont tes frères et sœurs? La petite s'approcha rapidement, tenant la main de sa mère. Nous sommes à l'hôpital, maman. Tout va bien. Marc et Claire mangent à la cafétéria avec monsieur Alexandre et son fils. Élodie expliqua brièvement ce qui s'était passé sur la place avec Mathieu, et comment son père les avait aidés. Clémence écouta tout avec un mélange de soulagement et de méfiance. Lorsqu'elle eut fini, elle tenta de se redresser dans son lit, mais sa faiblesse l'en empêcha. Cet homme.
Que veut-il en échange? Personne n'aide gratuitement comme ça, sans raison. Élodie haussa les épaules. Il a dit que papa travaillait pour son entreprise, qu'il se sentait responsable. Et son fils Mathieu semble bien m'aimer. Clémence ferma les yeux un instant, assimilant l'information. Le nom de l'entreprise, Delacour Construction. Elle rouvrit les yeux avec une lueur de compréhension. Delacour? Le propriétaire de cette grande entreprise. Il est même passé à la télévision une fois. Élodie acquiesça. Oui, je crois. Ils sont très riches, maman. Leur maison a même une piscine. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit. Alexandre entra, suivi de Marc et Claire, qui coururent vers le lit dès qu'ils virent leur mère réveillée. Maman, s'écria Claire en essayant de grimper sur le lit. Alexandre la prit doucement dans ses bras pour l'aider à s'installer aux côtés de Clémence, qui la serra contre elle, les larmes aux yeux. Comment vous sentez-vous, Madame Suarez? Demanda Alexandre avec politesse, gardant une distance respectueuse. Clémence le scruta d'un regard critique, la méfiance toujours visible. Mieux, merci pour ce que vous avez fait pour mes enfants. Alexandre secoua la tête. Il n'y a rien à remercier. Votre mari travaillait pour mon entreprise quand il est décédé. La moindre des choses, c'est d'aider sa famille aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de charité, répliqua Clémence, la fierté surpassant la faiblesse de son corps. Alexandre ne s'en offusqua pas. Au contraire, il respectait cette femme qui, malgré la maladie et les circonstances extrêmes, conservait toute sa dignité. Ce n'est pas de la charité, Madame Suarez. C'est une responsabilité. Mon entreprise aurait pu faire plus lorsque votre mari est décédé. Il fit une pause, choisissant ses mots. Et puis, votre fille Élodie a fait quelque chose d'extraordinaire pour mon fils Mathieu. Elle l'a vu seul sur la place et a partagé son repas avec lui, alors qu'elle en avait elle-même bien besoin. Clémence regarda Élodie, qui baissa les yeux, embarrassée. Tu as fait ça, ma fille? Élodie haussa les épaules. Il avait l'air triste et affamé, maman. Un silence s'installa, seulement troublé par le bip régulier des moniteurs. Clémence regarda tour à tour sa fille, puis Alexandre, son expression s'adoucissant peu à peu. Ma fille a un cœur trop grand pour la vie difficile qu'elle mène, dit-elle enfin. Comme mon fils, répondit Alexandre. Mathieu a beaucoup souffert de la perte de sa mère et de sa condition physique. Voir Élodie, avec si peu, partager ce qu'elle avait. Ce fut une leçon pour nous deux. Clémence caressa tendrement le visage de Marc, blotti contre elle. Et maintenant? Nous n'avons nulle part où aller. Comme je l'ai expliqué à Élodie, j'ai une maison d'hôte sur ma propriété. Vous pouvez y rester le temps que vous vous rétablissiez. Ensuite, nous verrons pour une solution plus permanente. Clémence fixa l'homme d'affaires avec intensité. Je paierai chaque peso, peu importe le temps que cela prendra. Alexandre sourit légèrement, admirant la fierté de cette femme. Je n'en doute pas. 3 jours plus tard, Clémence sortit de l'hôpital, encore faible mais réagissant bien au traitement, qu'elle poursuivrait à domicile. Ce domicile, c'était la spacieuse maison d'hôte sur le domaine des Delacour. Une construction de 3 chambres, modeste selon les standards de la famille, mais qui ressemblait à un palais pour Élodie et les siens. Il y a de l'eau chaude qui coule tout le temps, demanda Marc, émerveillé après son premier vrai bain depuis des mois. Élodie rit, l'aidant à enfiler des vêtements neufs qu'Alexandre avait fournis. Oui, et on peut se laver tous les jours. La grande maison principale était visible à une centaine de mètres, séparée par un jardin bien entretenu. Pendant les premiers jours, la famille de Élodie restait exclusivement dans la maison d'hôte, comme si leur simple présence risquait de souiller le territoire des riches. Mathieu, cependant, venait leur rendre visite tous les jours, accompagné par son garde du corps ou une employée. Un après-midi, alors que Clémence se reposait et que les plus jeunes jouaient dans la chambre avec des jouets offerts, Élodie sortit dans le jardin et trouva Mathieu en train d'observer le ciel depuis son fauteuil roulant. « Tu regardes quoi » demanda-t-elle en s'asseyant sur l'herbe à côté de lui. « Les nuages » répondit Mathieu. « J'aime y voir des formes. Celui-là ressemble à un dragon, tu vois ?» Élodie suivit la direction de son doigt et sourit. « Pour moi, ça ressemble plutôt à un chien. »« Tu aimes les chiens ?»« Oui, on en avait un, avant de perdre notre maison. Il s'appelait Canelo. Il était petit et très malin. » Mathieu se tourna vers elle, curieux. « Qu'est-il devenu »
Élodie détourna le regard, jouant distraitement avec l'herbe. Je ne sais pas. Un jour, il a disparu. Je pense que quelqu'un l'a pris dans la rue. Il était beau, tu sais, blanc avec des taches couleur cannelle. Ils restèrent silencieux un moment jusqu'à ce que Mathieu prenne à nouveau la parole. C'est comment, de vivre dans la rue? La question était directe, sans malice, juste la curiosité sincère d'un enfant qui avait toujours été protégé. Élodie réfléchit un instant. C'est froid et effrayant la nuit. Tu apprends à dormir avec un œil ouvert. Tu apprends qui peut te faire du mal et qui peut t'aider. Elle marqua une pause. Mais il y a aussi de bonnes choses. Les gens qui vivent dans la rue s'entraident beaucoup. Ils partagent la nourriture, les couvertures, ils veillent sur les enfants des autres. Tu n'as pas peur? J'ai très peur, mais je ne peux pas le montrer. Tu comprends? Mes frères et ma mère ont besoin que je sois forte. Mathieu resta silencieux, absorbant ses paroles. Moi, j'ai peur tout le temps, avoua-t-il enfin. Peur de ne plus jamais pouvoir marcher. Peur que mon père m'abandonne aussi, comme ma mère l'a fait. Élodie leva les yeux, surprise par la vulnérabilité du garçon. Ta maman ne voulait pas te quitter, Mathieu. Elle est tombée malade. Je sais, mais elle est partie quand même, répondit-il, les yeux remplis de larmes. Et depuis sa mort, c'est comme si mon père était parti aussi. Il reste au travail tout le temps, il me regarde à peine. Je crois que je lui fais de la peine parce que je lui ressemble. Élodie prit instinctivement la main de Mathieu. C'était étrange de voir quelqu'un avec autant de privilèges matériels souffrir d'une manière qu'elle comprenait elle aussi. Il lui manquait ce qu'elle avait en trop, une présence parentale constante. Et elle, il lui manquait ce que lui possédait, la sécurité matérielle. Au moins, ton père essaie de changer maintenant, dit-elle. Il se soucie de toi. À cause de toi, répondit Mathieu avec un petit sourire. Depuis qu'il t'a vu sur la place, il est différent. Il parle plus. Il m'emmène quelque part. Il vient me dire bonne nuit avant que je m'endorme. Élodie ne savait pas quoi répondre à cela. Une part d'elle était fière d'avoir provoqué ce changement sans le vouloir. Une autre part sentait le poids de la dépendance que sa famille avait désormais envers cet homme. Tu crois que ta mère acceptera de travailler pour mon père? Demanda Mathieu, changeant de sujet. Je l'ai entendu dire qu'il voulait lui proposer un emploi quand elle ira mieux. L'idée surprit Élodie. Un vrai emploi représenterait une sortie permanente de la rue, une chance de retrouver la dignité qu'ils avaient lentement perdue au cours des 2 dernières années. Je ne sais pas, ma mère est fière. Mais elle ferait n'importe quoi pour nous protéger. Au même moment, dans la maison principale, Alexandre discutait avec Clémence, qui avait été invitée à prendre le thé. Elle était encore pâle, mais visiblement plus forte après une semaine d'alimentation correcte et de traitement médical. Clémence écoutait attentivement la proposition de l'homme d'affaires. J'ai un poste dans le service administratif de l'entreprise qui pourrait correspondre à vos compétences, expliquait Alexandre. C'est un poste d'assistante dans le département financier, rien de très complexe au début, mais avec un potentiel d'évolution. Clémence le regardait avec prudence. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Une femme sans expérience récente, sans référence, venant de la rue. Alexandre posa sa tasse sur la table. J'ai enquêté sur votre passé, Madame Suarez. Avant le décès de votre mari, vous travailliez comme assistante administrative dans un cabinet comptable. Vous aviez un emploi stable, de bonnes références. Vous avez été licencié lorsque l'entreprise a fermé, 3 mois après l'accident. Clémence sembla surprise. Vous avez enquêté sur ma vie? J'avais besoin de comprendre comment une famille aussi structurée avait pu se retrouver à la rue, répondit-il sincèrement. Et j'ai découvert que c'était une suite de malchance, et non pas de l'incompétence ou de l'irresponsabilité de sa part. Perdre son mari, perdre son emploi, affronter un marché du travail qui discrimine les mères célibataires avec 3 jeunes enfants. Clémence déglutit, des souvenirs douloureux refaisant surface. J'ai tout essayé. J'ai distribué des CV jusqu'à ne plus avoir de quoi payer le ticket de métro. Quand j'obtenais des entretiens, on me demandait qui s'occuperait des enfants s'ils tombaient malades. À la fin, je n'ai plus pu payer le loyer. L'expulsion est arrivée,
sa voix se brisa et une famille est tombée dans les fissures du système, compléta Alexandre. Un système dont mon entreprise fait partie et dont elle tire profit. Quand son mari est mort, nous avons versé le minimum légal, sans jamais considérer l'impact réel sur votre vie. Clémence releva la tête, croisant le regard de l'homme d'affaires. Je ne demande pas d'argent. C'était il y a 2 ans. Je ne vous propose pas d'argent, répondit Alexandre. Je vous propose une opportunité, un véritable emploi avec un salaire juste, des avantages et des perspectives d'évolution. Pas par charité, Madame Suarez, mais parce que je crois que c'est ce qui est juste. Dehors, Élodie et Mathieu jouaient à un jeu de société que le garçon avait apporté. Leur rire résonnait dans le jardin, pendant que, dans les 2 maisons, se prenaient des décisions qui allaient changer à jamais le cours de leur vie. J'ai une condition, dit Clémence après un long silence. Je veux que mes enfants étudient, tous, surtout Élodie. Elle est brillante, vous savez? Même dans la rue, elle trouvait toujours un moyen d'apprendre. Elle allait dans les bibliothèques publiques, restait dehors à écouter les cours à travers les fenêtres. Elle mérite une vraie chance. Alexandre sourit pour la première fois, sentant qu'il faisait quelque chose de vraiment significatif, pas seulement pour soulager sa culpabilité. Ce n'est pas une condition, Madame Suarez, c'est une promesse. Vos enfants auront la meilleure éducation possible. Tandis que le soleil se couchait sur cette propriété luxueuse, 2 mondes que tout opposé commençaient à s'entrelacer, transformant à jamais les 2 familles. La petite Élodie, qui fouillait encore les poubelles 2 jours plus tôt à la recherche de nourriture, riait désormais avec un garçon en fauteuil roulant, lui apprenant que la vie, même dans ses heures les plus sombres, pouvait encore offrir de l'amitié et de l'espoir. Le premier jour de Élodie dans l'école privée fut une véritable montagne russe émotionnelle. Elle portait un uniforme neuf qui sentait encore le magasin. Elle serrait la sangle de son sac à dos en observant les enfants arriver en voiture de luxe. Tous semblaient si à l'aise dans cet univers qui lui était complètement étranger. Mathieu, à ses côtés dans son fauteuil, tentait de la rassurer. Tout le monde est nerveux le premier jour, disait-il en guidant Élodie dans les vastes couloirs. Mais toi, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Si tu as survécu à la rue, tu vas briller ici. Élodie tenta de sourire, mais son estomac était noué. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que sa famille avait emménagé dans la maison d'hôte d'Alexandre. Sa mère, qui se remettait rapidement, avait déjà commencé à travailler à mi-temps dans l'entreprise, faisant preuve d'un dévouement qui impressionnait même les plus sceptiques. Marc et Claire étaient inscrits dans les classes inférieures de la même école, s'adaptant avec la facilité propre aux jeunes enfants. Élodie, en revanche, portait le poids de tout ce qui était en jeu. « Et si je n'arrive pas à suivre ?» demanda-t-elle à voix basse en attendant le professeur devant la salle de classe. « Cela fait presque 2 ans que je n'ai pas étudié sérieusement. » Mathieu lui serra la main. « Tu vas y arriver. On a étudié ensemble ces dernières semaines, tu te souviens? Tu as tout appris super vite. En fait, je crois que tu es plus intelligente que tous les autres élèves ici. » Le commentaire arracha un sourire sincère à Élodie, aussitôt interrompu par l'arrivée de 2 filles qui s'arrêtèrent net en la voyant. « Tu es la nouvelle élève ?» demanda la plus grande, en la regardant de la tête aux pieds avec un regard critique. « Oui, je m'appelle Élodie. »« C'est vrai que tu vivais dans la rue ?» lança sans détour la seconde, faisant rougir Élodie de honte. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mathieu intervint. « Élodie est mon amie Valéria. Et oui, elle a traversé des épreuves que personne ici ne pourrait imaginer. C'est ce qui la rend plus forte que nous tous réunis. » Les filles échangèrent un regard surpris. Mathieu Delacour, le garçon riche en fauteuil roulant qui parlait rarement à qui que ce soit, défendait quelqu'un avec fermeté. « Nous étions juste curieuses. » murmura Valéria, mal à l'aise. « Bienvenue à l'école, Élodie. » En s'éloignant, Élodie jeta un regard admiratif à Mathieu. « Merci. » Il haussa les épaules, mais son visage exprimait une détermination que Élodie n'avait encore jamais vue chez lui. « Je ne laisserai jamais personne te faire sentir inférieur. Jamais.
C'est toi qui m'as appris ce qu'est le vrai courage. Le cours commença et Élodie s'y plongea avec une soif insatiable de connaissances. Malgré les lacunes de son éducation formelle, des années d'apprentissage improvisé à la marge de la société lui avaient forgé une capacité d'adaptation et d'assimilation hors du commun. Quand le professeur de mathématiques posa une question complexe sans réponse dans la classe, Élodie leva timidement la main et donna la bonne réponse, suscitant la surprise générale. À l'heure du déjeuner, elle s'installa avec Mathieu à une table à l'écart, observant avec étonnement la cafétéria luxueuse, ses buffets variés et ses fruits frais. Elle se servit modestement, encore gênée à l'idée de pouvoir manger à sa faim. « Je peux me resservir si je veux » demanda-t-elle à Mathieu, qui lui sourit avec bienveillance. « Autant de fois que tu veux. Tu n'as pas besoin de te restreindre, Élodie. » Elle acquiesça, encore en train de s'adapter à cette nouvelle réalité. Une part d'elle restait méfiante, comme si tout cela pouvait s'effondrer à tout instant, la ramenant à la précarité des rues. En plein repas, un groupe de garçons plus âgés s'approcha, s'arrêtant près de Mathieu avec des sourires provocateurs. « Alors, de la cour, ta petite amie des rues apprécie l'école des riches » lança le plus grand, déclenchant les rires de ses camarades. Élodie sentit son sang se glacer, mais avant qu'elle ne réagisse, Mathieu fit pivoter son fauteuil pour faire face au groupe. « Ferme-la, Manuel, dit-il avec un calme glacial qui surprit Élodie. « Épouse-toi, sinon quoi ? Tu vas me rouler dessus avec ton fauteuil » se moqua l'autre, déclenchant un nouvel éclat de rire. Ce qui se produisit ensuite fut si rapide que Élodie n'eut pas le temps de comprendre. Mathieu, dans un geste inattendu, jeta son verre de jus en pleine figure de Manuel, éclaboussant sa chemise immaculée de taches orangées. « T'es malade » cria Manuel, attirant l'attention de toute la cafétéria. « Tu vas me le payer !» Alors qu'il s'avançait, Élodie s'interposa instinctivement entre lui et Mathieu. « Touche-le et tu découvriras ce que j'ai appris dans la rue pour survivre » dit-elle d'une voix calme mais menaçante qui fit hésiter Manuel. Un surveillant arriva rapidement, séparant le groupe et emmenant Mathieu, Élodie et Manuel chez la directrice. Élodie sentit la panique monter. Être expulsée le premier jour serait un désastre. Sa mère en serait dévastée. Dans le bureau de la directrice, une femme d'âge mûr au regard sévère, Mathieu prit immédiatement la responsabilité. « C'est moi qui ai lancé le jus, Madame Gomez. » Élodie n'a rien fait. La directrice ajusta ses lunettes, les observant tour à tour. « Monsieur Mendoza, c'est la 3e altercation ce mois-ci. Et vous, monsieur de la cour, je ne m'attendais pas à cela de votre part. » Manuel a insulté Élodie à cause de son passé, expliqua Mathieu sans détourner le regard. Il l'a traité de petite amie des rues. La directrice fronça les sourcils et se tourna vers Manuel. « Est-ce vrai, monsieur Mendoza ?» Le garçon haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais son malaise était visible. Ce n'était qu'une blague. « Le préjugé n'est jamais une blague », répondit la directrice avec fermeté. « Vous êtes suspendu 3 jours. Et à votre retour, je veux un exposé complet sur les inégalités sociales au Mexique. » Manuel quitta le bureau en claquant la porte. La directrice se tourna ensuite vers Mathieu et Élodie. « Quant à vous deux, la violence n'est jamais une solution. Monsieur de la cour, vous aurez une semaine de retenue. Élodie, comme c'est votre premier jour, je me contenterai d'un avertissement verbal. Mais j'espère que vous comprenez que dans notre établissement, nous résolvons les conflits par le dialogue. » Élodie acquiesça, soulagée de ne pas être punie plus sévèrement, mais toujours inquiète des conséquences. En sortant du bureau, Mathieu semblait étrangement satisfait. « Ça valait le coup » déclara-t-il. « Tu as vu sa tête quand je lui ai balancé le jus ?» Élodie éclata de rire malgré elle. « C'était incroyable. Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. » Mathieu sourit, une nouvelle assurance sur le visage. « Je crois que j'ai appris un peu de ton courage. » L'incident, contrairement à ce que Élodie redoutait, eut un effet inattendu. Dans les jours suivants, l'histoire fit le tour de l'école, transformant Mathieu, autrefois le garçon riche silencieux en fauteuil, en héros ayant défendu son ami.
Quant à Élodie, au lieu du rejet qu'elle appréhendait, elle gagna une aura de mystère et de respect. Les élèves commencèrent à l'aborder avec une curiosité sincère, posant des questions sur son passé sans jugement. Chez elle, Élodie hésita à parler de l'incident, craignant d'inquiéter sa mère. Mais Clémence perçut immédiatement que quelque chose avait changé. « J'ai remarqué que toi et Mathieu êtes différents depuis hier », commenta-t-elle pendant qu'elle préparait le dîner dans la maison d'hôte. Une activité que Élodie avait appris à adorer depuis qu'elles avaient une vraie cuisine. « Il y a quelque chose que je devrais savoir ?» Élodie soupira, racontant brièvement ce qui s'était passé. À sa grande surprise, Clémence ne réagit pas avec l'inquiétude attendue. Au lieu de cela, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Fière de vous deux, dit-elle simplement. Mathieu pour t'avoir défendu, et toi pour l'avoir protégé à ton tour. Tu n'es pas fâché que j'ai failli avoir des ennuis le premier jour ?» Clémence essuya ses mains sur son tablier et prit le visage de sa fille entre ses mains. « Élodie, tu as affronté bien pire dans la rue qu'un gamin gâté à l'école. Ce qui me rend heureuse, c'est de voir qu'après tout ce qu'on a vécu, tu continues à défendre ceux qui en ont besoin. » La conversation fut interrompue par Marc et Claire, qui entrèrent en courant dans la cuisine, tout excités de raconter leurs propres expériences d'adaptation à l'école. Élodie observa l'enthousiasme de ses frères et sœurs avec une douce chaleur au fond du cœur. En seulement 2 semaines, leurs visages avaient repris des couleurs. Leurs corps maigres commençaient à se remplir, et leurs yeux brillaient d'une innocence enfantine que la vie dans la rue leur avait presque arrachée. Ce soir-là, après le dîner, Alexandre se présenta à la maison d'hôte, ce qu'il faisait rarement afin de respecter l'intimité de la famille. Il apportait quelques documents et arborait une expression sérieuse. « Clémence, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, » dit-il après avoir salué tout le monde. Les enfants furent envoyés dans leur chambre, mais Élodie, comme toujours, trouva un moyen d'écouter la conversation des adultes en se plaçant stratégiquement près de la porte entr'ouverte. « Comment vous adaptez-vous au travail ?» demanda Alexandre en s'asseyant à la table de la cuisine. Clémence servit du café à chacun, un geste domestique contrastant avec la formalité de leurs premiers échanges. « Très bien. L'équipe a fait preuve de patience pendant ma réadaptation et j'apprends rapidement le fonctionnement du système. » Alexandre acquiesça, visiblement satisfait. « Mon directeur financier m'a dit que vous aviez un talent naturel pour l'organisation et les chiffres. Pensez-vous pouvoir assumer plus de responsabilités bientôt ? » Certainement, répondit Clémence avec assurance. Plus j'en apprends, plus je peux être utile. Alexandre prit une gorgée de café avant de continuer. Clémence, vous êtes ici depuis presque 1 mois. La maison d'hôte est fonctionnelle, mais petite pour une famille de 4 personnes. J'ai réfléchi à des alternatives plus durables. Élodie sentit un nœud se former dans sa poitrine. C'était donc cela. Ils allaient les mettre dehors. Clémence parut également tendue. Je comprends. Nous avons déjà commencé à chercher une location adaptée à mon salaire. Alexandre secoua la tête. Ce n'est pas ce que je suis venu proposer. En fait, j'ai un appartement en centre-ville, près de l'entreprise. 3 chambres, meublées, dans un quartier sûr, avec une bonne école publique à proximité. Il était loué jusqu'à récemment, mais le locataire est parti. Clémence reposa sa tasse avec prudence. Vous proposez que nous le louions ? Je propose que vous y viviez sans frais initiaux. Lorsque vous vous sentirez stable financièrement, nous pourrons négocier un loyer équitable, voire une vente facilitée si cela vous intéresse. Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Élodie voyait sa mère lutter intérieurement entre la fierté et la nécessité. « Pourquoi ?» demanda finalement Clémence. « Vous avez déjà tant fait pour nous. Pourquoi continuer ?» Alexandre soupira profondément. « Parce que depuis que vous êtes entrés dans nos vies, quelque chose a changé. Mathieu est différent, plus heureux, plus sûr de lui. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de l'école concernant un incident. » Élodie me l'a raconté, interrompit Clémence. Je suis désolé pour son comportement. Alexandre sourit, la prenant au dépourvu.
Ne le soyez pas. C'est la première fois depuis des années que mon fils prend position pour quelque chose en quoi il croit. Depuis la mort de sa mère, Mathieu s'était enfermé dans une coquille. Ni les médecins, ni les thérapeutes n'ont réussi à l'atteindre. Et puis Élodie est arrivée, a partagé un gâteau avec lui, et tout à coup, il affronte les injustices et rit à nouveau. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, émue par l'impact qu'avait eu leur simple amitié. En outre, poursuivit Alexandre, j'ai observé votre travail, Clémence. Vous avez le potentiel pour bien plus qu'un poste d'assistante. Je prévois une restructuration du service administratif et j'aimerais que vous y participiez plus activement. Clémence resta sans voix, ce qui était rare chez une femme aussi déterminée. Cela ressemble à une promotion. Précisément. Avec l'augmentation de salaire correspondante, bien sûr. Élodie se couvrit la bouche pour étouffer un cri de joie. Sa mère, qui il y a un mois encore survivait en ramassant des déchets, se voyait désormais offrir une promotion dans l'une des plus grandes entreprises du pays. Clémence avala difficilement, émue. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez l'appartement comme faisant partie des avantages de votre nouvelle fonction, suggéra Alexandre avec un sourire. Ainsi, votre fierté reste intacte et tout le monde y gagne. Élodie vit sa mère sourire, un geste devenu plus fréquent ces dernières semaines. Mais qui restait précieux à contempler. Dans ces conditions, j'accepte, répondit Clémence, tendant la main pour une poignée formelle qu'Alexandre transforma en un geste plus chaleureux. Excellent. Nous pouvons organiser le déménagement pour le week-end prochain si cela vous convient. Lorsqu'Alexandre partit, Élodie courut à la cuisine et serra sa mère dans ses bras avec force. Tu as tout entendu, n'est-ce pas, demanda Clémence, connaissant bien sa fille. On va avoir une vraie maison, maman, et tu vas être la chef. Clémence éclata de rire en caressant les cheveux de sa fille. Pas exactement la chef, mais je grimpe les échelons. Et oui, nous aurons enfin notre propre foyer. La semaine suivante, le déménagement se fit avec une efficacité surprenante. L'appartement était spacieux, lumineux, situé au 6e étage d'un immeuble avec concierge et aire de jeu. Pour des enfants qui avaient dormi sous des bâches pendant des mois, c'était un véritable palais. Chacun eut sa propre chambre, une nouveauté qui fit sauter de joie Marc et Claire. Clémence commença sa nouvelle fonction en supervisant une petite équipe d'assistants administratifs. Ses compétences pratiques et son sens de l'organisation impressionnèrent des collègues qui, au départ, l'avaient accueilli avec scepticisme en raison de son passé. À l'école, Élodie progressait rapidement, rattrapant le temps perdu avec une détermination qui impressionnait les enseignants. Mathieu, inspiré par elle, améliora aussi ses résultats en participant plus activement aux cours et aux activités. Un samedi, environ 2 mois après leur première rencontre sur la place, Alexandre invita Élodie et sa famille à déjeuner dans le manoir. C'était la première fois qu'il serait reçu dans la maison principale en tant qu'invité, et non comme occupant de la maison d'hôte. Je suis nerveuse, avoua Élodie en aidant sa mère à se préparer. Et si je fais quelque chose de mal ? Clémence, vêtue d'une robe simple mais élégante achetée avec son propre salaire, ajusta le nœud dans les cheveux de sa fille. Élodie, tu as affronté la police, protégé tes frères et sœurs dans la rue, et partagé ton unique sandwich avec un inconnu. Un repas ne va pas te terrasser. Le manoir de la cour était encore plus impressionnant à l'intérieur que ce que Élodie avait imaginé. Des œuvres d'art ornaient les murs, des meubles dignes d'un musée remplissaient les pièces, et un personnel discret s'affairait pour répondre à tous les besoins. Marc et Claire regardaient autour d'eux, bouche bée, tandis que Clémence gardait une admirable contenance. Bienvenue, les salua Alexandre en personne à l'entrée. À ses côtés, Mathieu affichait un large sourire, manifestement ravi d'accueillir son ami chez lui. Le repas fut servi dans le jardin d'hiver, une pièce vitrée qui donnait l'impression d'être à l'extérieur tout en conservant une température agréable. La table était dressée avec élégance, mais sans ostentation excessive, un détail que Élodie remarqua comme une délicatesse pour ne pas les mettre mal à l'aise. Au cours du repas, Alexandre surprit tout le monde avec une annonce.
Je suis en train de créer une fondation, déclara-t-il après s'être servi le dessert. Un projet destiné à aider les familles en situation de vulnérabilité, notamment celles touchées par des accidents de travail. Clémence haussa les sourcils. Cela semble admirable. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alexandre jeta un bref regard à Élodie avant de répondre. Disons que j'ai ouvert les yeux sur des réalités que nous préférons souvent ignorer. Notre pays a des systèmes de protection sociale précaires, et les entreprises comme la mienne n'assument pas toujours leurs responsabilités en cas de drame. La Fondation Au Nouveau Chemin, ajouta Mathieu avec enthousiasme. C'est moi qui ai proposé ce nom, parce que tout le monde mérite une nouvelle chance. Alexandre sourit à son fils avec fierté. Mathieu a été essentiel dans l'élaboration du concept. À propos, Clémence, j'aimerais que vous fassiez partie du conseil d'administration. Votre expérience personnelle serait précieuse. Clémence faillit s'étouffer avec son jus. Moi? Mais je n'ai pas les qualifications pour cela. Au contraire, répondit Alexandre. Vous avez vécu ce que nous cherchons à prévenir. Qui mieux que vous pour garantir que notre approche soit efficace et humaine? Élodie observait la scène, avec la sensation grandissante que quelque chose de bien plus grand que leur vie individuelle était en train de naître. Le simple geste de partager de la nourriture avec un inconnu avait déclenché une réaction en chaîne qui pourrait désormais bénéficier à d'innombrables familles. J'accepte, répondit finalement Clémence. Si je peux vraiment faire une différence. Après le repas, tandis que les adultes discutaient des détails de la fondation, Élodie et Mathieu s'éclipsèrent dans le jardin. Le soleil brillait, et Mathieu surprit son ami en montrant qu'il pouvait se transférer de son fauteuil à un banc avec juste un peu d'effort. J'ai commencé une nouvelle kiné, expliqua-t-il, fier de son progrès. Le médecin dit que je peux retrouver davantage de mobilité dans mes jambes si je continue à faire des efforts. Élodie sourit, sincèrement heureuse pour lui. C'est incroyable, Mathieu. Tout ça, c'est grâce à toi, répondit-il. Avant de te rencontrer, j'avais abandonné. Je pensais que ça ne servait à rien de se battre, mais te voir ne jamais baisser les bras, même dans les pires situations, m'a donné envie d'essayer à nouveau. Élodie sentit ses joues chauffer. Je n'ai rien fait de spécial. Si, tu l'as fait, insista Mathieu. Tu sais que mon père est différent au travail? J'ai même entendu les employés dire qu'il est devenu plus humain, moins obsédé par les profits. C'est tout un effet, Élodie. Elle rit en le bousculant légèrement de l'épaule. Tu exagères un peu, non? Pas du tout. Un petit geste de bonté peut tout changer. Mathieu prit soudain un air sérieux. Élodie, tu as déjà pensé à l'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? La question surprit Élodie. Dans la rue, penser à l'avenir signifiait simplement survivre jusqu'au lendemain. Penser à une carrière ou à des rêves à long terme était un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Je ne sais pas, admit-elle. Je n'y ai jamais pensé. Moi, je veux devenir médecin, déclara Mathieu avec conviction. Je veux aider des personnes comme moi. Montrer que les limitations physiques ne définissent pas qui nous sommes. Élodie sourit, admirant la détermination de son amie. Je pense que je serai enseignante, dit-elle après un instant. Ou peut-être assistante sociale. Je veux aider des enfants qui sont là où j'ai été. Tu serais incroyable dans n'importe lequel de ces métiers, affirma Mathieu avec sincérité. Assis côte à côte dans ce jardin luxueux, deux enfants issus de mondes totalement opposés rêvaient d'un avenir qui, quelques semaines plus tôt, leur semblait impossible. Élodie, qui avait connu le pire de la société, et Mathieu, élevé dans le confort des privilèges, avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin pour grandir. Au loin, à travers la fenêtre, Alexandre et Clémence observaient les deux enfants, échangeant un regard plein de signification. En à peine 2 mois, ils avaient été témoins de transformations profondes dans la confiance retrouvée de Mathieu, dans l'adaptation impressionnante de Élodie et de ses frères, et dans leur propre vision du monde. Merci, dit simplement Alexandre. Clémence secoua la tête.
C'est moi qui devrais dire merci. Je ne vous remercie pas pour votre gratitude, expliqua Alexandre. Je vous remercie parce que votre fille a enseigné à mon fils, et à moi, la véritable signification de la générosité. Dans le jardin, Élodie et Mathieu riaient à présent de quelque chose. Le son de leur voix emporté par le vent ressemblait à une promesse, celle que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent engendrer les transformations les plus profondes. Une année s'était écoulée depuis le jour où Élodie avait partagé son unique part de gâteau avec un garçon inconnu sur la place. Le calendrier indiquait exactement 12 mois depuis cette rencontre qui avait changé non seulement la vie de sa propre famille, mais aussi celle des de la cour. L'appartement qu'ils avaient d'abord occupé comme solution temporaire était devenu un véritable foyer, avec des meubles simples mais confortables, des photos accrochées au mur, et des plantes que Clémence entretenait avec soin sur les rebords ensoleillés. Élodie finissait de se préparer pour l'école, ajustant son uniforme qu'elle portait désormais avec aisance, et non plus comme un costume emprunté à une autre vie. Ses cheveux, autrefois secs et négligés, tombaient à présent en ondulations saines sur ses épaules. Son visage n'avait plus la maigreur anguleuse de la faim chronique, remplacée par des joues pleines et des yeux vifs, le regard d'une enfant qui, malgré tout ce qu'elle avait vécu, pouvait enfin sourire de nouveau, sans retenue. « Élodie, tu vas être en retard », appelle à Clémence depuis la cuisine, où elle préparait le petit déjeuner pour ses 3 enfants. La transformation de la mère était peut-être la plus remarquable de toutes. Clémence, qui portait encore le poids du monde sur ses épaules il y a un an, affichait désormais une assurance nouvelle dans sa posture et dans le ton de sa voix. Son travail dans l'entreprise d'Alexandre avait dépassé toutes les attentes. Après avoir démontré un talent naturel pour l'organisation et le leadership, elle fut promue coordinatrice administrative, dirigeant une équipe de 10 personnes et mettant en place des systèmes qui ont considérablement amélioré l'efficacité des processus. « Je suis déjà prête », répondit Élodie en entrant dans la cuisine et en s'asseyant à la table où Marc et Claire prenaient déjà leur petit déjeuner joyeusement. « On a réunion pour le projet aujourd'hui ?» demanda Marc, en faisant référence au travail scolaire qu'il menait avec Élodie. Élodie acquiesça en se servant un verre de lait. « Oui, après les cours. Mathieu et la maman de Ravière ont confirmé qu'ils viendront nous chercher à 16 h. Ce projet avait commencé comme un simple devoir scolaire sur l'empathie et la responsabilité sociale. Élodie et Mathieu, partenaires évidents pour ce travail, avaient choisi de faire une présentation sur les enfants sans abri, en prenant l'expérience personnelle de Élodie comme point de départ. Ce qui n'était censé être qu'un exposé pour la classe devint rapidement un véritable mouvement dans l'école, quand d'autres élèves s'y intéressèrent à leur tour. Désormais, un groupe d'élèves se réunissait chaque semaine pour organiser des actions concrètes, allant de la collecte de nourriture à l'animation d'activités dans des centres d'accueil. Clémence observait sa fille avec fierté tout en terminant sa tasse de café. « N'oublie pas qu'on a la réunion de la fondation à 19 h ce soir. Alexandre veut qu'on présente les résultats du premier trimestre. » La fondation Nouveau Chemin, née d'une idée lancée lors d'un déjeuner dans la demeure de la cour, avait vu le jour avec une rapidité étonnante. Alexandre avait mobilisé son influence et ses ressources pour créer une structure sérieuse, dotée de professionnels compétents et d'objectifs clairs, offrir un soutien juridique, psychologique et financier aux familles touchées par des accidents du travail, ainsi que des programmes de formation professionnelle et de réinsertion sur le marché de l'emploi. Clémence, d'abord invitée au simple titre de membre consultatif, était devenue une voix influente dans la définition des politiques et des orientations de la Fondation, apportant son vécu pour humaniser chaque décision. « J'y serai », assura Élodie en terminant rapidement son petit déjeuner. « On doit y aller. » Le bus scolaire ne tarderait pas à arriver. Ce bus était devenu un symbole de leur nouvelle vie. Fini les longues marches sous le soleil ou la pluie. Fini les pieds nus meurtris par l'asphalte. Bien qu'Alexandre ait proposé un chauffeur privé, Clémence avait insisté pour que ses enfants prennent le bus scolaire comme les autres, fidèle à sa philosophie, élever des enfants conscients de leurs privilèges même s'ils étaient récents. À l'école, Élodie était désormais l'une des élèves les plus populaires, non pas à cause d'un quelconque statut social, mais grâce à sa personnalité authentique et à la force que chacun reconnaissait dans son histoire. Les enseignants la citaient souvent comme exemple de détermination,
et ses travaux sur les inégalités sociales recevaient des éloges bien au-delà des murs de l'établissement. Récemment, une rédaction qu'elle avait écrite sur l'invisibilité sociale avait remporté un concours régional et avait été publiée dans un journal à grand tirage. Dès qu'elle descendit du bus, Élodie appela Mathieu. Il l'attendait près de l'entrée, non plus dans son fauteuil roulant traditionnel, mais dans un modèle sportif, plus léger, qu'il contrôlait lui-même. Il le manœuvrait avec aisance. Une année de kinésithérapie intensive avait apporté des progrès significatifs dans sa mobilité. Et bien qu'il ne puisse pas encore marcher sans soutien, ses médecins restaient optimistes quant à son évolution. « Tu es nerveux pour la présentation ?» demanda Élodie en s'approchant de son ami. Mathieu sourit, arborant désormais un appareil dentaire qu'il portait non pas avec honte, comme autrefois, mais avec assurance. Un peu nerveux, mais prêt. Papa a promis qu'il viendrait nous voir. La mention d'Alexandre fit sourire Élodie. Le chef d'entreprise avait connu une transformation aussi profonde que celle de sa famille. L'homme accaparé par son travail, qui à peine voyait son fils, veillait désormais à assister aux événements scolaires, aux dîners en famille, et même aux séances de rééducation. L'entreprise continuait de prospérer, mais Alexandre avait réorganisé sa gestion afin de mieux équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Le département de responsabilité sociale, autrefois pure formalité bureaucratique, était devenu un pilier central de la stratégie de l'entreprise. Pour mon anniversaire, la semaine prochaine, vous viendrez, n'est-ce pas, demanda Mathieu tandis qu'ils entraient dans le bâtiment scolaire. Papa organise quelque chose de spécial cette fois. Élodie acquiesça, bien sûr que nous viendrons. J'ai même déjà ton cadeau. La journée se déroula normalement, avec des cours et des activités auxquelles Élodie était désormais parfaitement intégrée. À l'heure du déjeuner, elle et Mathieu furent rejoints par Ravière, un camarade devenu un proche ami, qui participait désormais activement au projet sur les enfants en situation de vulnérabilité sociale. Ma mère dit qu'elle peut emmener 5 personnes de plus dans son SUV pour la visite de l'orphelinat samedi, annonça-t-il en s'asseyant avec son plateau. Elle a aussi obtenu des dons de fournitures scolaires de la part de son entreprise. Élodie le remercia, notant mentalement d'inclure cette information à la réunion de l'après-midi. Les visites à l'orphelinat Nouvel Espoir avaient commencé timidement, avec pour objectif d'offrir des activités ludiques aux enfants institutionnalisés. Mais elles avaient évolué pour inclure du soutien scolaire, des ateliers créatifs et des dons réguliers. C'était la manière qu'avait trouvée Élodie de redonner, de tendre la main à ceux qui étaient encore là où elle avait été. Après les cours, ils se réunirent à la bibliothèque pour finaliser les détails de la présentation qu'ils devaient faire le lendemain devant toute l'école. Un projet sur l'empathie et les inégalités sociales, sélectionné pour représenter l'établissement lors d'un événement régional. Je pense qu'on devrait commencer par des statistiques, puis illustrer avec des témoignages réels, proposa Anna, l'une des nouvelles membres du groupe. Je suis d'accord, répondit Élodie. Les chiffres marquent les esprits, mais ce sont les histoires qui touchent les cœurs. Mathieu approuva en ajoutant des notes sur sa tablette. Élodie, tu te sentirais prête à partager un peu de ton expérience? Ce serait très fort, entendu à la première personne. Élodie hésita un instant. Parler de son passé dans la rue faisait encore naître en elle des émotions contradictoires de la honte, mais aussi de la fierté d'avoir survécu. Oui, je peux en parler, mais je veux me concentrer sur ce que j'ai appris, pas seulement sur les épreuves. Le groupe travailla encore 1 heure à peaufiner la présentation jusqu'à ce qu'ils en soient satisfaits. Lorsque la mère de Ravière arriva pour les chercher, Élodie envoya un message à Clémence pour la prévenir qu'ils étaient en route. Dans l'appartement, elle trouva sa mère au téléphone, manifestement en pleine conversation importante. Clémence lui fit signe d'attendre et poursuivit son appel. « Oui, monsieur Delacour. Je comprends la sensibilité de la situation. Je vérifierai personnellement les documents et m'assurerai que tout est conforme avant la réunion du conseil. Oui, nous serons présents ce soir. Merci. » En raccrochant, Clémence soupira avant de sourire à sa fille. Alexandre est préoccupé par l'expansion de la fondation. Il semble que certains actionnaires de l'entreprise remettent en question le volume des ressources allouées aux projets sociaux.
Élodie fronça les sourcils. C'est un problème? Clémence secoua la tête, attachant ses cheveux en un chignon soigné tout en répondant. Pas vraiment. Alexandre est l'actionnaire majoritaire et il est déterminé à poursuivre le projet, mais il préfère éviter les conflits inutiles. Nous préparons donc une présentation détaillée sur les retombées positives en termes d'image que la Fondation apporte à l'entreprise. Élodie observa sa mère avec admiration. Clémence parlait désormais avec l'assurance d'une cadre dirigeante, utilisant des termes et concepts qui, un an auparavant, lui auraient été complètement étrangers. La femme qui ramassait des canettes pour survivre discutait à présent de stratégie d'entreprise avec l'un des hommes les plus puissants du pays. « Maman, tu savais que ce serait comme ça ?» demanda soudainement Élodie. « Quand tu as accepté l'offre d'emploi de Monsieur Alexandre, est-ce que tu t'imaginais en arriver là où tu es aujourd'hui ?» demanda Clémence après un moment de silence, surprise par sa propre question. Elle s'assit sur le canapé et invita sa fille à la rejoindre. « Non, Élodie. Quand j'ai accepté cet emploi, j'étais désespéré, je n'avais aucune réelle option. Je voulais simplement un toit au-dessus de nos têtes et de quoi manger. » Elle fit une pause réfléchie. « Mais j'ai toujours su quelle était ma valeur, même lorsque le monde semblait ne pas l'avoir. Ce qui a fait la différence, c'est d'avoir enfin eu une chance de montrer de quoi j'étais capable. » Élodie acquiesça, profondément touchée. Comme toutes ces personnes dans la rue aujourd'hui, elles ont juste besoin d'une opportunité. Exactement, confirma Clémence. Et c'est pour cela que le travail de la Fondation est si important. Ce n'est pas de la charité, c'est une chance. Quelques heures plus tard, la famille de Élodie arriva au siège de la Fondation Nouveau Chemin, un bâtiment moderne situé au centre-ville. Alexandre les attendait à l'entrée, vêtu d'un costume impeccable, mais arborant une expression bien plus détendue que celle de l'homme tendu que Élodie avait rencontré un an auparavant. « Bienvenue », dit-il en les accueillant avec une affection sincère. Mathieu est déjà dans la salle de réunion, impatient de vous montrer la vidéo qu'il a réalisée sur l'impact du projet scolaire. La réunion se déroula de manière productive, avec des présentations sur les différents programmes en cours. Clémence présenta les résultats du programme de formation professionnelle, qui avait déjà formé 2 groupes et permis à 80% des participants de trouver un emploi. Alexandre exposa les données financières et les plans d'expansion. Puis vint le tour de Élodie et Mathieu, qui présentèrent une vidéo documentant leur visite à l'abri et les témoignages émouvants des enfants accueillis. « L'année dernière, j'étais l'un de ces enfants », déclara Élodie à la fin de la projection. Invisible pour la plupart de la société, je luttais pour survivre au jour le jour. Ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, ce sont une série de gestes de bonté, qui ont commencé par quelque chose d'aussi simple que partager un repas. Un silence chargé d'émotions s'installa dans la salle, rapidement interrompu par des applaudissements spontanés. Alexandre, visiblement ému, se leva pour conclure la réunion. Lorsque nous avons lancé cette fondation, certains ont questionné nos intentions, pensant que nous cherchions simplement à redorer l'image de l'entreprise après des scandales de négligence, admit-il avec une honnêteté désarmante. Et peut-être qu'au début, c'était un peu vrai. Mais ce que Élodie vient de dire résume parfaitement ce que nous avons découvert cette année, de petits gestes d'humanité peuvent entraîner des transformations profondes pas seulement pour celui qui reçoit, mais surtout pour celui qui donne. Après la réunion, alors qu'il dînait dans un restaurant proche de la Fondation, Élodie remarqua quelque chose d'inhabituel. De l'autre côté de la rue, une fille à peu près de son âge observait les allées et venues à travers la vitrine. Ses yeux fatigués et ses vêtements usés rappelaient à Élodie une douleur familière. Sans dire un mot, elle se leva, prit son assiette encore pleine, et sortit du restaurant. Clémence et Alexandre échangèrent un regard surpris, la suivant des yeux à travers la fenêtre. Élodie s'approcha de la fillette inconnue et lui tendit l'assiette avec un sourire chaleureux. La scène était presque la réplique exacte de ce qui s'était produit un an plus tôt sur la place, mais cette fois, c'était Élodie qui venait en aide. « Elle ne cessera jamais d'être celle qu'elle est », dit Clémence, les yeux pleins de fierté. Alexandre acquiesça. « Et c'est exactement pour cela que mon fils et moi avions besoin d'elle dans nos vies. » Quand Élodie revint, elle ne tenait pas seulement une assiette vide,
mais aussi une petite fille qui la suivait timidement. Voici Chloé, présenta T.L. Elle et sa mère n'ont nulle part où passer la nuit. Est-ce qu'on peut les aider? Sans la moindre hésitation, Alexandre se leva et tendit la main à la nouvelle venue. Bien sûr que oui, Élodie. Enchantée, Chloé. Et si tu te joignais à nous pour le dîner pendant qu'on discute de la façon dont on peut vous venir en aide, à toi et à ta maman? Le lendemain matin, Élodie se réveilla tôt, pleine d'entrain face aux perspectives du jour, la présentation à l'école, la visite prévue à l'abri le week-end, et la satisfaction de savoir que Chloé et sa mère avaient passé la nuit dans un refuge sûr, partenaire de la fondation, avec la promesse d'intégration dans les programmes d'aide. En se préparant, Élodie trouva sur son bureau l'invitation à l'anniversaire de Mathieu. Elle passa le doigt sur le papier délicat, repensant au chemin parcouru depuis ce jour où elle l'avait vu seule sur la place, une silhouette isolée dans un fauteuil roulant, apparemment possédant tout ce que l'argent pouvait acheter, mais dépourvu de l'essentiel. Le téléphone sonna, et la voix de Mathieu, pleine d'enthousiasme, retentit à l'autre bout du fil. « Élodie, tu ne vas pas y croire. Le médecin vient d'appeler. Les derniers résultats sont arrivés, et il dit que je vais bientôt pouvoir marcher avec des béquilles. » Mathieu, c'est incroyable, répondit Élodie, submergée par une vague de joie sincère. On va fêter ça dignement pour ton anniversaire. Oui, mais ce n'est pas tout, continua-t-il. Tu te souviens de la fillette que tu as aidée hier? Mon père est justement en train de parler avec sa mère au bureau. Apparemment, elle a de l'expérience en couture, et la fondation monte un atelier de formation en confection et stylisme. Élodie sourit, reconnaissant ce schéma familier, un geste qui en déclenchait un autre. Des opportunités se créaient, des vies se transformaient en cascades. Élodie, il faut que je te dise quelque chose. La voix de Mathieu devint soudain plus grave. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce jour-là, sur la place. Tu n'as pas à me remercier. Commença T.L., mais il l'interrompit. Avant de te rencontrer, j'étais en colère contre le monde. En colère d'être coincé dans ce fauteuil, en colère de la mort de ma mère, en colère contre mon père qui s'était éloigné. Je me demandais sans cesse, pourquoi moi? Jusqu'à ce que je voie une petite fille qui aurait eu toutes les raisons d'être en colère, mais qui avait choisi de partager le peu qu'elle avait. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'elle avait souvent versées dans la rue. C'étaient des larmes de gratitude, pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Tu sais ce que je vais faire pour mon anniversaire, reprit Mathieu. En plus de la fête, papa a accepté qu'on organise un événement à l'abri Espérance Nouvelle. On y apportera un gâteau, des cadeaux et des activités pour tous les enfants. Je veux que ça devienne une tradition annuelle. Qu'en dis-tu? J'en dis que c'est parfait, répondit Élodie, la voix tremblante d'émotion. C'est exactement ce qu'il faut faire. Après avoir raccroché, Élodie s'approcha de la fenêtre de sa chambre. Elle observa la ville qui, autrefois, l'avait rendue invisible. Elle se rappela les nuits glacées sous le pont, la peur constante, la faim qui tordait le ventre. Elle se souvint aussi de ce moment précis où elle avait décidé de partager son unique part de gâteau avec un garçon inconnu en fauteuil roulant, non pas par calcul ou espoir de récompense, mais par simple empathie humaine. Clémence frappa doucement à la porte avant d'entrer avec une tasse de chocolat chaud. « Tout va bien, ma fille. Je t'ai entendu parler avec Mathieu. » Élodie se tourna vers sa mère avec un sourire. Celle qui s'était battue tant d'années pour garder la famille unie, même dans les pires circonstances. « Tout est parfait, maman. Je pensais juste à quel point la vie peut changer. » Clémence acquiesça, posa la tasse sur la table et serra sa fille dans ses bras. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi, Élodie? Ce n'est pas d'avoir survécu à la rue, même si c'est admirable. C'est que, même dans les moments les plus sombres, tu n'as jamais perdu ton humanité. » Élodie étreignit sa mère avec force, ressentant tout le poids de ses paroles. « C'est toi qui m'as appris ça, maman. Même sans rien, tu partageais toujours le peu que nous avions avec ceux qui en avaient davantage besoin. » Elles restèrent là, enlacées en silence,
contemplant le chemin parcouru et celui qui restait à faire. Par la fenêtre, la ville s'éveillait. Une métropole de contraste, où les manoirs et les quartiers précaires coexistaient à quelques kilomètres à peine. Cette même ville, qui avait failli briser leur famille, leur offrait désormais un nouveau départ pas seulement pour elle, mais peut-être aussi pour beaucoup d'autres. La semaine suivante, la fête d'anniversaire de Mathieu réunit deux mondes rarement mêlés dans le manoir de la cour. Des enfants du centre d'accueil jouaient avec des camarades de l'école privée. Des entrepreneurs discutaient avec d'anciens sans-abri désormais intégrés au programme de la fondation. Et au centre de tout cela, Élodie et Mathieu observaient avec satisfaction l'intégration qu'ils avaient contribué à créer. Dans un moment plus calme de la célébration, Alexandre s'approcha de Élodie, qui était seule à contempler la scène. « Il y a 1 an, tu as partagé un gâteau avec mon fils, dit-il, la voix chargée d'émotion. À ce moment-là, tu n'avais aucune idée à quel point ce simple geste allait changer tant de vies, y compris la mienne. » Élodie sourit. « Je ne l'imaginais pas non plus. J'ai seulement vu quelqu'un qui semblait avoir besoin d'aide. » Alexandre hocha la tête, pensif. « Voilà la leçon la plus précieuse que j'ai apprise de toi, Élodie. Le vrai changement ne vient pas de grands projets ou de dons spectaculaires. Il vient de moments d'humanité sincère, quand on regarde l'autre comme un égal, peu importe sa condition. » De l'autre côté du jardin, Mathieu surprit tout le monde en se levant de sa chaise, soutenu par des béquilles, pour faire ses premiers pas en public. Clémence, désormais coordinatrice exécutive de la fondation, en plus de son rôle dans l'entreprise, applaudissait avec émotion aux côtés de Marc et Claire, tous deux épanouis dans leurs nouvelles opportunités. Chloé, la petite fille que Élodie avait recueillie une semaine plus tôt, participait timidement au jeu, entamant elle aussi son propre chemin de transformation. En contemplant cette scène, Élodie ressentit une certitude profonde. Le cycle amorcé par un simple acte de bonté continuerait de s'étendre, touchant de plus en plus de vies. La jeune fille autrefois invisible aux yeux du monde était devenue un catalyseur de changement, prouvant que même dans les circonstances les plus adverses, un petit geste d'humanité pouvait déclencher des transformations que personne n'aurait pu prévoir. « Merci, » dit Alexandre en posant doucement la main sur l'épaule de Élodie, pour avoir partagé non seulement un gâteau, mais une leçon qui a changé nos vies. Élodie sourit, le regard tourné vers l'avenir avec une espérance renouvelée. Parfois, dit-elle avec la sagesse de celle qui a beaucoup vécu en peu de temps, ce que l'on croit être la fin, n'est que le commencement de quelque chose de bien plus grand.